Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition des webinaires organisés par Digital Frontier Institute. Nous sommes particulièrement ravis de vous compter toujours aussi nombreux et fidèles à ces rencontres que nous organisons. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'Alliance Better Than Cash des Nations Unies pour nous entretenir sur le pouvoir de la digitalisation des paiements des travailleurs pour stimuler la reprise économique et partager également avec nous les leçons tirées de l'expérience de FinTech et d'entreprises du secteur privé. Je suis Maxime Locossi, responsable du développement de la communauté francophone à DFI, et je suis assisté dans l'organisation matérielle de ce webinaire par Sarah Corley, Deputy Director à DFI. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, la session d'aujourd'hui durera en tout 1 heure d'horloge et aura la particularité d'être bilingue, c'est-à-dire que la présentation et les échanges seront en français et un service d'interprétation en anglais est disponible pour les participants anglophones. Vous êtes donc invité à sélectionner le canal audio de votre choix, soit le français ou l'anglais, en regardant en bas et au milieu de votre écran. Je traduis à l'attention des participants anglophones. Dear attendees, the session is going to be conducted in French, and those of you who prefer to listen in English should choose the English channel in the language menu. Alors, la session sera enregistrée et l'enregistrement vidéo sera disponible dès le vendredi. Enfin, les participants peuvent adresser leurs questions en français ou en anglais aux panélistes via le chat box. Sur ce, je voudrais passer la parole à nos amis de Better Than Cash Alliance, Jean-Pascal Mouvondo et Marjolaine Chentro, que je remercie d'avoir accepté de partager un peu de leur temps avec nous pour nous entretenir sur le thème du jour. Je précise que Jean-Pascal sera le modérateur de cette session. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Maxime, c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on rejoint la plateforme de DFI pour pouvoir partager avec l'ensemble des collègues des différents pays, des différentes institutions qui sont connectés pour écouter ce webinaire. Alors, lorsque j'ai regardé la liste des participants, ce que j'ai constaté, c'est que nous avons beaucoup de participants qui travaillent pour des entreprises, des organisations formelles, quelquefois très prestigieuses. Et j'aimerais peut-être que nous puissions nous souvenir de quelque chose à mesure que nous allons avancer dans cet échange. Alors, la prochaine fois que vous partirez de chez vous pour aller rencontrer votre médecin et qu'arrivé chez votre médecin, vous lui présenterez votre carte d'assurance maladie, j'aimerais que vous puissiez vous souvenir que sur ce chemin de votre maison à votre médecin, 6 personnes sur 10 que vous aurez rencontrés et qui sont des travailleurs sont exclus de l'assurance maladie. 6 travailleurs sur 10 à l'échelle mondiale, ça c'est une statistique du Bureau international du travail, 6 travailleurs sur 10 sont exclus de la couverture maladie, tout simplement parce que leur employeur, en leur donnant leur paye, ne contribue pas à leur couverture maladie. Et ça, c'est parfaitement légal, mais c'est profondément injuste, surtout dans la crise actuelle. La deuxième caractéristique de ces travailleurs-là, qui sont exclus de la protection sociale au sens large, c'est qu'ils reçoivent leur paye de manière en espèces. Alors, l'objet de la discussion que nous allons avoir aujourd'hui est de savoir en quoi est-ce que la digitalisation des paiements de ces travailleurs-là peut être une opportunité pour l'État pour inciter la relance économique. En quoi est-ce que cette digitalisation peut être une opportunité pour les entreprises elles-mêmes pour renouer avec certains gains d'un point de vue de productivité? En quoi est-ce que ça peut être une opportunité pour les opérateurs des fintech ou au sens large les fournisseurs de services financiers pour pouvoir avoir de nouvelles niches de croissance? Mais surtout, en quoi est-ce que cela représente une opportunité pour tous ces travailleurs-là? Nous parlons quand même de plus de la moitié des travailleurs à l'échelle mondiale. En quoi est-ce que la digitalisation de leur paiement peut être une opportunité pour promouvoir le travail décent, la réduction de toute forme de disparité de traitement entre les paiements aux hommes et les paiements aux femmes, disparité de traitement entre la prise en charge des travailleurs formels en contrat à durée indéterminée et la prise en charge des travailleurs plus précaires, ceux qui sont en contrat à durée déterminée, les journaliers, les saisonniers. Quelle opportunité nous voyons et comment est-ce que nous pouvons saisir cela? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes véritablement avec un panel très intéressant, 3 collègues, Sonia,
Anoussami, Marjolaine Chientreau et Laurent Gonnet. Bonjour à tous les trois. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour. Bonjour. Alors, ce qu'il faut peut-être dire au point où on en est, c'est que cumulativement, nous avons aujourd'hui réuni autour de la table plus de 50 années d'expérience en matière d'accompagnement des États, des régulateurs et du secteur privé pour la mise en place d'écosystèmes de paiement inclusifs. Marjolaine Chientreau nous rejoint. Elle dirige au sein de la coalition onusienne Better Than Cash Alliance toute l'activité d'innovation avec le secteur privé, où elle accompagne les entreprises du secteur privé justement à mettre en place des initiatives de digitalisation des paiements dans leur chaîne de valeur. Sonia Anoussami a accompagné plus d'une cinquantaine d'institutions à travers l'Afrique et même au niveau du Moyen-Orient, institutions bancaires, fintech, régulateurs pour digitaliser leurs paiements. Et Laurent Gonnet de la Banque mondiale a accompagné les banques centrales et continue d'ailleurs à les accompagner, les banques centrales et les États pour mettre en place des systèmes financiers qui soient performants pour permettre un développement qui permettra la contribution aux objectifs de développement durable. Peut-être avant d'entrer dans l'échange directement, je voudrais rappeler pour l'ensemble des collègues qui nous suivent que toutes les conversations que nous allons avoir aujourd'hui sont déjà formulées dans une publication qui va voir le jour à la fin de ce mois. Donc, vous aurez l'opportunité de retrouver la plupart des contributions qui ont été faites par Laurent, Sonia, Marjolaine et moi-même d'ailleurs, dans le cadre de cette recherche que nous avons faite en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, la Banque mondiale et l'Alliance Better Than Cash. Nous avons couvert plus de 300 entreprises sur plus de 20 secteurs différents. Ça, c'est un cas d'étude avec le Sénégal, mais des études similaires également seront publiées tout au long de l'année, avec l'exemple également de la Jordanie, pour ne citer que ce pays-là. Alors, actuellement, ce qui est déjà disponible, vous pouvez vous connecter sur notre site betterthancash.org pour découvrir déjà les case studies qui existent d'entreprises qui ont commencé à digitaliser leurs paiements, quels ont été leurs challenges, quelles ont été les difficultés, quelles ont été les opportunités, quels ont été les bénéfices au niveau de leurs travailleurs. Maintenant, donc, je crois que nous pouvons entrer dans la conversation et essayer de challenger le statu quo. Plus de la moitié des travailleurs à l'échelle mondiale sont payés de manière en espèces et en même temps, ils sont exclus de toute forme de protection sociale. Mais la digitalisation des salaires, et là, je vais me retourner vers toi, Laurent, la digitalisation des salaires dans le secteur privé. Structurellement, c'est une question qui concerne le secteur privé, l'entreprise. Mais finalement, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi est-ce que l'État devrait également s'intéresser à cette question-là. Laurent. Alors, en fait, ce que les États cherchent fondamentalement, c'est de trouver toutes les voies et moyens possibles de booster l'économie en permanence. Lorsqu'on parle de digitalisation des salaires, on parle avant tout d'inclusion financière. Et l'inclusion financière, elle a un aspect important quand on digitalise les opérations et les services financiers, c'est qu'en digitalisation, en incluant digitalement ces populations, les individus et les PME, on leur permet de laisser des traces dans un système, et des traces digitales. Et à chaque fois qu'on fait une transaction, on peut récupérer cette donnée et développer un système de scoring, par exemple, pour les banques, par exemple, pour permettre de faire des crédits. C'est un formidable moyen aujourd'hui de réduire cette fameuse asymétrie de l'information. Donc l'État, oui, c'est dans son intérêt de pousser à la digitalisation des transactions financières en général, y compris les plus petites, parce qu'à la fin des fins, c'est ça que l'État veut permettre. Il veut également permettre la sécurisation des transactions et permettre aussi aux gens qui utilisent des services financiers digitaux d'avoir un meilleur accès à la sécurité. Alors après, bien sûr, il y a des questions de cybersécurité, mais ça, c'est un autre sujet. Alors pourquoi l'État a intérêt à montrer l'exemple? C'est parce que l'État, principalement, c'est lui le premier payeur et le premier payé dans une économie. C'est lui qui verse toutes les pensions, il verse beaucoup de salaires, c'est lui qui reçoit pas mal de frais également, les taxes, les frais de scolarité et autres. Donc il y a un certain nombre de flux qui transitent par l'État, les fameux G2P et P2G. Hein.
Et comme c'est le fournisseur et le réceptacle numéro 1 de flux financiers, c'est à lui de mener l'exemple en digitalisant ces flux financiers. Mais pour fermer la boucle, il faut qu'il incite également les entreprises à digitaliser les salaires, parce que c'est ça qui va aussi permettre de booster cette digitalisation. Donc, il a un intérêt primordial avant tout de développement. Justement, Laurent, la question immédiate qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu as quelques exemples de mécanismes que l'État pourrait mettre en place en général pour inciter à la digitalisation des salaires dans le secteur privé? Alors, oui, on a quelques exemples. Justement, au Sénégal, là où je suis actuellement basé, on a un prêt en développement avec l'État du Sénégal. Une partie de ce prêt va être constituée d'une composante qu'on appelle matching grant, un fonds à frais partagés, dans lequel les entreprises pourront venir piocher pour obtenir 50% gratuitement, 50% des frais qu'ils auront à engager pour digitaliser les salaires. Mettons une entreprise lambda dans le domaine agricole. Cette entreprise est intéressée par la digitalisation, mais ils savent que ça a un coût, parce qu'il va falloir installer un software ou il va falloir installer un système avec un e-money issuer, donc payer des frais. Donc ça va avoir un coût. L'État pourra subventionner environ 50% de ce coût. C'est une incitation qu'on espère être efficace dans ce pays pour mener beaucoup plus d'entreprises vers la digitalisation. Sonia, je sais que tu as travaillé avec des régulateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a d'autres exemples que de mécanismes que les régulateurs peuvent mettre en place? Quand je pense à régulateurs, j'imagine par exemple les banques centrales qui pourraient justement inciter à davantage de digitalisation des paiements des salaires en général. Alors tout à fait, et je pense que le meilleur exemple a été malheureusement démontré au début de cette pandémie, puisque les banques centrales de plusieurs pays, puisque ça c'est vraiment un acte qu'on a vu dans le monde entier, et particulièrement avec la Banque centrale, la BCEAO en Afrique de l'Ouest, qui a encouragé en fait les paiements digitaux, notamment pour diminuer les risques sanitaires liés à l'utilisation du cash. Et pour cela, elles ont plutôt mis en place des mesures très très fortes en négociant avec le secteur privé pour d'une part baisser, voire rendre gratuits les frais de commission, mais aussi sont intervenus pour limiter par exemple les seuils des transactions qui aujourd'hui font l'objet de seuils très très précis justement en termes de garantie de risque, etc., en termes d'utilisation. Et le dernier point, et pas des moindres, puisque c'est un vrai sujet, qui est l'allègement et la simplification des conditions d'identification des clients. Donc ça, c'est effectivement un point que les régulateurs en tout cas, ce sont des actions que les banques centrales peuvent mettre en place pour inciter les entreprises à digitaliser. Et puis ensuite, il y a peut-être aussi un cadre législatif sur lequel l'État pourrait intervenir, notamment comme on a pu le voir par exemple au Sénégal, qui depuis 2014 a déployé une loi qui oblige pour tous les montants supérieurs à 100 000 francs CFA à réaliser ces paiements uniquement par virement ou par paiement chèque. Et on pourrait très bien imaginer qu'il y a un élargissement finalement de ces moyens de paiement vers les paiements digitaux à partir de montants qui pourraient être alignés sur le salaire minimum, par exemple, qui est de l'ordre de 35 ou 40 000 francs CFA par mois. Très bien, Sonia. Alors, l'État peut avoir un rôle à jouer, les banques centrales, on a un ensemble de mécanismes qui sont disponibles sur le marché. Mais aujourd'hui, si je me retourne vers l'entreprise, et là, véritablement, je me tourne vers toi, Marjolaine, ma question est la suivante. Parmi toutes les contraintes qu'aujourd'hui les entreprises ont dans le contexte de cette crise, en quoi est-ce que la priorisation de la digitalisation des paiements s'avère être une question pertinente? Est-ce que les entreprises ne pourraient pas finalement se concentrer sur autre chose? Pourquoi est-ce qu'elles devraient considérer ce cas-là, ce cas d'usage en particulier? Oui, merci beaucoup Jean-Pascal. C'est justement quelque chose qu'on a pu un peu confirmer dans plusieurs pays pendant toute la période en fait, des contraintes de la crise du Covid-19. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont justement vu encore plus le besoin
de la digitalisation des salaires dans un contexte où les travailleurs ne pouvaient plus se retrouver au même endroit pour recevoir leur paye, et donc arriver à trouver des solutions digitales pour permettre la continuité en fait des opérations et la continuité aussi du soutien des travailleurs dans plusieurs secteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu par exemple de manière assez importante au Bangladesh sur le secteur textile, et toute la priorisation à la fois du gouvernement et des entreprises de pouvoir continuer à payer un certain nombre de travailleurs qui ne pouvaient plus se retrouver dans les usines, mais qui avaient besoin bien évidemment de leur salaire du mois pour pouvoir soutenir leur famille et continuer à vivre dans le contexte du Covid-19. Donc en fait, ça a vraiment donné un peu une volonté encore plus forte d'un certain nombre d'entreprises et de secteurs de voir l'importance des paiements digitaux. Et l'autre élément aussi qu'on a pu voir de la part de certaines entreprises, et au Sénégal, on a eu un cas où ils nous ont justement dit à quel point cela les avait aidés, c'était aussi pour la continuité de l'approvisionnement d'un certain nombre de matières premières ou d'éléments dont ils avaient besoin pour pouvoir continuer à travailler. Donc, on a un cas, une étude de cas sur la production de lait et de produits laitiers au Sénégal avec la laiterie du Berger et le club COSAM. Ils avaient réalisé leur transformation digitale à la fin de l'année 2019 et étaient capables maintenant de payer les 800 producteurs de lait de la zone nord du Sénégal directement sur des portefeuilles mobiles. Et ils nous ont bien confirmé que pendant la période du Covid, s'ils n'avaient pas pu faire cette transformation avant, ils pensent qu'ils auraient eu des problèmes pour pouvoir payer ces producteurs et donc continuer l'approvisionnement de leurs produits au moment de la crise. Et finalement aussi, c'est une question que beaucoup d'entreprises se posent. Il y a beaucoup de bénéfices à la digitalisation des paiements au point de vue de l'efficacité, de l'efficience, des revenus. Et donc, en fait, je pense que le contexte actuel montre à quel point comprendre quel est le coût du paiement des salaires en cash et le coût que cela peut avoir sur la marge nette ou sur les revenus d'une entreprise devient de plus en plus important dans une période de crise comme on la traverse. Justement, on parle de coûts. J'aimerais encore me tourner un peu vers toi, Sonia. Je n'arrive pas à comprendre. Je me mets à la place d'un chef d'entreprise, je paye mes travailleurs en espèces. Je n'arrive pas à comprendre lorsqu'on me dit qu'il y a un coût qui est associé au cash. Quels sont les éléments qui entrent éventuellement dans ce que vous appelez les coûts qui sont associés au paiement en cash de mes travailleurs? Alors, ton point est d'autant plus intéressant parce que lors des interviews qu'on a pu mener auprès des entreprises, je pense que l'un des éléments clés qui est revenu à plusieurs reprises, c'était mais pour nous, les services digitaux coûteront bien plus cher que ce que nous coûte aujourd'hui la gestion du cash. Donc, c'est d'une part, l'enseignement, c'était d'une part, on ne sait pas finalement combien nous coûte la gestion d'une cash, et on s'est rendu compte avec une méthode assez analytique finalement que ces montants étaient souvent très sous-estimés. Alors, qu'est-ce qu'on inclut dans cette gestion du cash? Il y a effectivement toute la partie coût direct et toute la partie coût indirect. Les coûts directs, ça va être typiquement le personnel qui va être impliqué dans la gestion et la distribution de ce cash. Le temps passé, naturellement, mais il ne faut pas oublier, par exemple, les primes que ces gens touchent. Et puis, on va avoir aussi parfois des coûts liés au transport. Donc, tout le transport pour amener ce cash jusqu'au site de production. Un point d'attention, on sait que parfois, des entreprises vont devoir faire appel à des camions blindés ou des systèmes de sécurité ou de protection parce que les montants sont très, très, très importants. Dans le même temps, on va avoir les coûts indirects. Et c'est souvent cette partie-là que les entreprises ne maîtrisent pas complètement. Qu'est-ce qu'on a derrière les coûts indirects? C'est typiquement le temps passé par l'ensemble de la société et l'ensemble du personnel sur ces tâches-là, et souvent qui sont dilués, on va dire, dans l'activité quotidienne. Et puis, on va avoir aussi d'autres éléments, comme surtout l'impact sur les temps de production. Typiquement, aujourd'hui, on a pu écouter de nombreuses entreprises qui nous disaient que ou de nombreux travailleurs, pardon, pour aller récupérer leur cash, pour les meilleurs, on va dire, pouvaient les récupérer dans les 2 à 5 heures, mais ce sont des temps qui peuvent atteindre jusqu'à 2 jours d'attente.
Donc, c'est des files d'attente, c'est de la perte de production. Et associé à tout ça, on a aussi à la fois ces risques d'erreur et toutes les conséquences que cela entraîne. Donc, mis tout ça bout à bout, on arrive aujourd'hui à estimer, en tout cas dans les cas qu'on a pu évaluer, jusqu'à 6 voire 10% de la masse salariale. Donc, c'est absolument énorme. 6 à 10% de la masse salariale, uniquement les coûts qui sont associés à la paye en cash des travailleurs. Exactement. C'est énorme. Et lorsque ces entreprises-là ont découvert ce chiffre, comment est-ce qu'elles ont réagi? La plupart étaient très surprises, puisqu'en fait, elles n'ont absolument, effectivement, pas conscience de ces coûts. Et comme Marjolaine le disait tout à l'heure, il y a vraiment une sous-estimation de ces éléments-là. Parce qu'en fait, c'est dans la pratique habituelle et c'est presque une question qu'on ne se pose plus. J'aimerais maintenant essayer d'avancer dans la conversation et jeter un regard au niveau du secteur financier. Parce que, à supposer qu'en tant que chef d'entreprise, je sois aujourd'hui convaincu de l'opportunité de commencer à digitaliser mes paiements, les paiements de mes travailleurs. Alors, Laurent, je me tourne vers toi. Tu travailles, tu soutiens les États pour stimuler un peu la compétitivité du secteur financier. Moi, je suis un chef d'entreprise et j'aimerais digitaliser les paiements, mes paiements de salaire. Aujourd'hui, quel type d'offres existent sur les marchés que tu observes pour pouvoir accompagner justement les entreprises à franchir le pas? Bon, je ne connais pas toutes les offres disponibles sur le marché. Ce que je sais, c'est que des banques comme la Société Générale et Ecobank ont depuis quelque temps déjà exploré ces synergies. Souvent, ce que fait la Société Générale ou Ecobank, ils prennent des clients en tant qu'entreprise et ils s'intéressent ensuite de dérouler un certain nombre de services complémentaires à ces entreprises. Et l'un d'entre eux, c'est justement de digitaliser la paye. Donc, par exemple, Société Générale a une filiale qui s'appelle YUP, qui est déployée, je crois, dans la plupart des pays, si ce n'est la totalité des pays de l'UMOA. Et YUP est en partenariat avec sa maison mère Société Générale, justement pour promouvoir cette branche d'activité particulière. Ecobank, à ma connaissance aussi, développe le e-wallet. Je ne sais pas par contre si la démarche est vraiment intégrée entre faire des prêts par exemple aux PME et ensuite regarder ce qu'on peut offrir comme service complémentaire à la PME, mais je pense qu'ils sont capables de le faire. Après, il y a d'autres acteurs, mais ils ne sont pas purement bancaires, donc les services sont moins intégrés. Et je pense que de plus en plus, les banques vont aller de l'avant avec une offre justement qui concerne la digitalisation des salaires. Je pense que le mouvement va suivre et de plus en plus de banques vont offrir ce type de service. On a entendu la logique d'intégration entre des banques et d'autres types de partenaires. J'aimerais peut-être me tourner aussi vers Sonia. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une opportunité pour que des nouveaux acteurs non bancaires se positionnent également sur l'offre en matière de digitalisation des salaires? Alors, tout à fait, et c'est déjà le cas, effectivement, puisque c'est vraiment un service sur lequel beaucoup d'acteurs de paiement se sont positionnés, notamment on va retrouver ces fameux émetteurs de monnaie électronique qui sont pour la plupart, on va dire, adossés aux opérateurs téléphoniques traditionnels. Donc typiquement, on va retrouver des grandes marques comme les Orange Money ou les Free Money au Sénégal, mais dans d'autres pays, ça va être MTN Money Côte d'Ivoire ou encore Airtel. Et qui vont venir véritablement compléter cette offre, mais plutôt sur la partie transactionnelle. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas le droit aujourd'hui, seuls en tout cas, de pouvoir délivrer des offres de crédit, comme le précisait Laurent tout à l'heure, comme sont en mesure de le faire les banques. D'où cette idée effectivement de force de partenariat quand effectivement ces grandes sociétés sont en capacité de le faire. Et pour compléter ce panorama, on a effectivement à la fois ces banques, on a on va dire, ces opérateurs assimilés, puisque c'est quand même les plus importants sur la place. Mais on a aussi d'autres acteurs de type fintech. Et là, je vais citer par exemple des acteurs comme Weasel Money ou encore Wave Money, qui eux ont vraiment fait du mobile money leur cœur de métier. Donc, c'est la plupart du temps des distributeurs de monnaie électronique
Et dans ce contexte-là, ce qui va les différencier des autres, typiquement, c'est qu'ils sont indépendants, par exemple, de la carte SIM. Donc, ils vont être multi-opérateurs. Ça va être un élément fort de différenciation. Et enfin, on va avoir un dernier type d'acteurs qu'on va appeler les agrégateurs. Donc, pour illustrer, ça va être des marques un peu comme Touch ou Pedunia, encore une fois au Sénégal, qui, eux, ont la capacité d'être à la fois multi-opérateurs, mais qui peuvent à la fin déboucler sur différents moyens de paiement pour atteindre ces fameux travailleurs. Donc aujourd'hui, on a un panorama qui est quand même assez riche en termes d'acteurs, qui ont naturellement des différenciations, soit en termes de réseau de distribution, soit effectivement en termes d'adhérence sur les cartes SIM ou les comptes de monnaie électronique, et aussi des business models un peu différents. Est-ce que, Laurent, il y a une répartition géographique particulière? Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, une banque qui voudrait accompagner son client, je ne sais pas, dans une zone rurale, est-ce qu'elle est capable de le faire? Si j'aimerais véritablement digitaliser mes paiements avec ma banque qui m'accompagne depuis que j'ai lancé mon entreprise, quels sont les avantages qu'une banque pourrait peut-être avoir ou bien qu'elle n'a pas et que les fintechs pourraient éventuellement compléter? J'aimerais avoir une compréhension au niveau vraiment de l'écosystème des acteurs. Ouais. En réalité, les banques sont très présentes dans les centres urbains et vraiment très peu dans les zones rurales. Il y a une raison à ça, c'est que les banques ne sont pas autorisées dans la région UEMOA, en tout cas, à ouvrir ce qu'on appelle des guichets d'agents, en fait. Et là, c'est vraiment une grosse différence concurrentielle avec les opérateurs de téléphonie mobile qui, eux, peuvent avoir des réseaux d'agents et donc développer les services financiers digitaux. Les banques ne le peuvent pas, ni même d'ailleurs les sociétés de microfinance. Donc elles sont handicapées avec ça, et c'est justement pour ça d'ailleurs que c'est très intéressant de voir que Société Générale et IUP sont complémentaires. Société Générale ne peut pas aller dans les zones rurales parce que c'est beaucoup trop cher d'ouvrir des agences et elles ne peuvent pas donc avoir leur réseau d'agents. Mais en revanche, elles peuvent le faire via IUP. IUP est un émetteur de monnaie électronique et grâce à ce statut, ils peuvent avoir un réseau d'agents très important. Donc, en fait, Société Générale est peut-être la seule banque qui a contourné en quelque sorte la réglementation pour être présent et offrir des services sur tout le territoire. Je pense qu'Ecobank a suivi aussi. Ecobank a la même stratégie. Les fintechs, c'est différent. Les fintechs, parce qu'elles ne sont pas encadrées réglementairement, elles ont la latitude d'offrir des services que pour l'instant les banques ne peuvent pas. Mais le statut de fintech n'est pas très, très clair dans la région UEMOA, tout simplement parce qu'il n'existe pas de réglementation, ni même de bureaux d'innovation pour encadrer les initiatives fintech. Donc, elles se développent, elles ont des solutions, mais je dirais qu'elles se retiennent, elles sont freinées dans leur élan parce que justement, elles ne savent pas du point de vue de la réglementation où elles peuvent aller, ce qu'elles peuvent développer. Donc, on constate en tout cas dans l'UEMOA, par rapport à d'autres régions où c'est mieux encadré, on constate que dans la région UEMOA, les fintechs sont assez frileuses et les services qu'elles proposent sont relativement modestes par rapport à ce qu'on peut observer ailleurs, où c'est vraiment bouillonnant comme cycle d'innovation. Alors, Marjolaine, on repart encore dans ce voyage et on va se remettre sur la perspective maintenant des entreprises. On a vu que finalement, avec Laurent et Sonia, nous avons un écosystème avec des différents types d'acteurs. Ça peut être des banques, ça peut être des microfinances, ça peut être des fintechs, des émetteurs de monnaie électronique, les agrégateurs qui peuvent soutenir justement la digitalisation de la paie des salaires. Alors, et des paiements de tout travailleur au sens large. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a, d'après les études qui ont été réalisées, que ce soit au Sénégal ou en Jordanie ou au Bangladesh, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une préférence pour tel type de partenariat pour une entreprise qui souhaite digitaliser la paie de ses salaires? Est-ce que les entreprises vont plutôt beaucoup plus vers les banques, vers les fintechs? J'aimerais véritablement voir comment est-ce que les entreprises s'organisent justement en partenariat avec qui pour digitaliser leurs paiements. Merci pour cette question, Jean-Pascal. Je pense que justement, un peu comme l'ont décrit Laurent et Sonia, ce qui est très intéressant, et ça a été vraiment confirmé, je pense, dans la recherche, à la fois au Sénégal et dans d'autres exemples
qu'on voit dans d'autres pays, à quel point c'est la diversité d'offres en fait qui est importante. Et donc, je dirais justement traditionnellement, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, bien sûr, et du nombre de salariés sur lequel elle veut amener la numérisation des paiements. Mais ce qui est très intéressant, par exemple, au Sénégal, c'est qu'on a pu voir assez vite que au Sénégal, de par certaines régulations et éléments d'infrastructure, la plupart des employés CDI des entreprises étaient payés par virement bancaire, avaient un compte en banque qui était payé en virement bancaire parce que c'était le système traditionnel qui existait. C'était possible pour quelqu'un en CDI d'ouvrir un compte bancaire et ce n'était pas forcément possible pour tous les autres travailleurs de la chaîne de valeur. Donc, que ce soit des travailleurs de contrats temporaires, de contrats saisonniers, de contrats à durée déterminée et qui touchent énormément de travailleurs dans la zone UMOA et au Sénégal. Et donc, en fait, la croissance des solutions telles que opérateurs, émetteurs d'argent mobile, opérateurs de portefeuille mobile, agrégateurs, etc., amène cette nouvelle opportunité de pouvoir quand même digitaliser les paiements et numériser les paiements pour ces types de travailleurs et leur donner accès à un service formel de banque et donc à d'autres services financiers derrière. Donc ça, je pense que c'est vraiment la nouveauté qu'on voit depuis, je dirais, 4 ou 5 ans dans beaucoup de pays et aussi dans la zone UMOA. Et du coup, ce qu'on a trouvé très intéressant, à l'exemple de Yop que mentionnait Laurent, mais aussi de beaucoup d'autres acteurs, c'est que c'est plus vraiment une concurrence entre banques, fintech, opérateurs mobiles électroniques, mais c'est justement un travail ensemble pour pouvoir à la fois servir une diversité d'entreprises et une diversité de profils de travailleurs. Et donc, c'est quelque chose qui est très important, par exemple, dans le travail que nous, on mène à l'Alliance Bellers & Cash, c'est montrer qu'on a besoin de cette diversité de solutions numériques pour pouvoir arriver à un effet d'échelle, pour pouvoir arriver à une digitalisation des paiements au niveau national à échelle. Mais, Marcelène, là, effectivement, ce que je crois comprendre, c'est qu'en tant qu'entreprise, chef d'entreprise, j'ai la possibilité donc de nouer des partenariats avec différents types de fournisseurs de services financiers. Mais comment est-ce qu'en interne, je décide qui va aller, qui va recevoir sa paye par un compte bancaire, qui va recevoir sa paye par un émetteur de monnaie électronique? Je veux dire, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Quelle est la tendance? Quel est le profil du travailleur qui reçoit sa paye dans un compte en banque ou bien celui du travailleur qui reçoit sa paye sur un porte-monnaie électronique? Je pense que ce qu'on a pu observer sur les différentes entreprises qu'on a, avec l'Association nationale des statistiques du Sénégal, pu interroger, il y a vraiment le type de contrat qui joue beaucoup, en particulier au Sénégal. Et c'est lié en fait aussi aux contraintes bancaires, de la capacité d'ouvrir un compte en banque et du prix que cela coûte aussi d'ouvrir un compte en banque. Donc pour l'instant, je pense que c'est vraiment sur la base du type de contrat et du type de relation que l'entreprise maintient avec le travailleur. Et encore une fois, c'est un peu une offre relativement nouvelle, d'une certaine manière, de pouvoir trouver des solutions qui ne sont pas forcément bancaires pour d'autres types de travailleurs. Et l'autre point qui est aussi assez important, c'est que ça s'applique énormément aussi pour les travailleurs qui sont des femmes, qui ont souvent justement pas forcément de contrat formel ou officiel ou à durée indéterminée et qui sont pourtant des acteurs économiques extrêmement importants dans la chaîne de valeur de beaucoup d'entreprises, à la fois en tant que petits distributeurs, petits magasins ou producteurs ou fournisseurs. Et donc ça, c'est vraiment un élément très important puisqu'on sait à quel point donner accès aux services financiers pour les femmes et leurs activités économiques peut transformer aussi la manière dont elles gèrent leurs finances et la manière dont le travail économique qu'elles génèrent peut rentrer dans l'économie formelle. Alors, moi, j'aimerais me tourner encore vers Sonia, parce que pour l'instant, on a l'impression que nous sommes un peu dans un monde angélique, où tout est beau, où il y a des opportunités, l'écosystème est relativement diversifié et développé, des banques, les fintechs, les émetteurs de monnaie électronique. On a appris qu'il y a la possibilité d'inciter, on a appris que dans certains pays, il y a des lois qui sont prises, dans d'autres, c'est le régulateur, la Banque centrale, qui a commencé à mettre des incitations à travers différents types de directives. Mais d'un point de vue business, si on regarde les fournisseurs de services financiers, est-ce qu'il y a réellement une opportunité
pour une fintech, prenons le cas des fintech, est-ce qu'il y a vraiment une opportunité pour les fintech de se positionner sur ce segment de la digitalisation des paiements des travailleurs? Et si oui, à quoi est-ce que cette opportunité ressemble? C'est une très grande opportunité parce qu'effectivement, au travers de la digitalisation des salaires, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameux fournisseurs vont pouvoir à la fois toucher une entreprise, mais aussi toute la flotte de travailleurs qu'il y a derrière. Donc, effectivement, en fonction naturellement de la taille des entreprises, on va avoir un volume plus ou moins important de travailleurs. Mais ce qui est à noter, c'est que l'enjeu pour ces fournisseurs, ça va être effectivement de pouvoir être en mesure d'ouvrir ces fameux comptes de mobile money. Et donc, en attaquant ce segment et cette typologie de produits, elles peuvent à la fois servir une entreprise et à la fois servir 100, 200, 300, voire des milliers de salariés. Si on prend par exemple le cas de la compagnie sucrière qui a digitalisé ses salaires, on a des pics de travailleurs qui peuvent atteindre 9000 travailleurs dans l'année. Donc, c'est quand même très, très, très important. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'ouverture de compte. Donc, par conséquent, effectivement, enrichir leur base client. Et ce qui est aussi important de noter, c'est que pour ces fournisseurs, c'est un excellent moyen de pouvoir alimenter cet écosystème de paiement. Et quand je dis alimenter, ça veut dire créer un flux entrant et qui va alimenter ces fameux comptes de paiement, ces comptes de mobile money, et qui va permettre tout simplement de booster l'usage. Sensibiliser effectivement toutes ces populations à l'utilisation des paiements digitaux, mais aussi dans l'utilisation, typiquement dans transférer, payer ses factures, acheter du crédit téléphonique, et demain, effectivement, on espère toutes ces offres de crédit épargne directement au niveau des travailleurs. Alors, j'aimerais rester encore avec toi, Sonia, pour essayer un peu de comprendre. La compagnie sucrière dont tu as parlé, c'est une structure, on va dire, agro-industrielle. Quelle est à peu près la ventilation entre les travailleurs permanents, en termes d'ordre de grandeur, et les travailleurs saisonniers? Et qui sont ces saisonniers-là? Ce sont des travailleurs journaliers. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour qu'on comprenne bien le cas que tu viens d'illustrer? Alors tout à fait, concernant la compagnie sucrière, on est, on va dire, à plus de quasiment 80%, voire 90% de journaliers, principalement liés à leur activité de coupe de la canne à sucre et ensuite de traitement. Ensuite, on a ces phénomènes de saisonnalité, puisqu'effectivement, on va collecter cette fameuse canne à sucre deux fois par an, si je ne me trompe pas. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir une fluctuation effectivement dans la gestion de cette masse de travailleurs, et ce qui explique par conséquent qu'il va falloir que l'entreprise soit la plus agile possible et qu'elle puisse être en mesure de s'aligner par rapport aux besoins de ses travailleurs. Et ces besoins de ces travailleurs, c'est aussi souvent d'être payés de manière journalière, voire par semaine, et pour les plus stables d'entre eux, peut-être tous les 15 jours. Donc, ça fait aussi des cycles de paiement qui sont très importants et par conséquent des flux historiquement, s'il fallait faire le parallèle en cash, très, très, très importants. Alors, c'est très intéressant parce que la compagnie sucrière dans l'agro-business, c'est la situation qu'on retrouve à peu près sur l'ensemble du continent où finalement le nombre de travailleurs permanents de la structure, de l'entreprise considérée, est finalement moindre que le nombre de tous les autres travailleurs qui sont inclus en fait dans la chaîne d'approvisionnement. Et ce sont ces travailleurs-là qui, en réalité, ne sont pas des employés au sens strict du terme, ils sont en vérité des fournisseurs qui sont à la limite du forbel. C'est eux qui reçoivent ces paiements en espèces et c'est eux qui ne bénéficient pas finalement de tous les avantages qui viennent avec la paye en général lorsque vous avez un emploi, disons par exemple, à durée indéterminée. Alors, j'ai une autre question justement sur la posture du travailleur. Et là, j'aimerais pouvoir entendre Sonia et Marjolaine. On va peut-être commencer, Sonia, une fois de plus, par toi. La question est la suivante. Je suis un travailleur dans une chaîne de valeur agricole en particulier.
est-ce que c'est facile pour moi qui ai maintenant reçu mon salaire de manière digitale sur mon porte-monnaie électronique, est-ce que c'est facile pour moi de décaisser, de faire du cash out pour pouvoir, je ne sais pas si j'ai envie d'acheter une bouteille d'huile, pouvoir le faire rapidement. Est-ce que c'est facile de pouvoir décaisser de l'argent un peu partout dans les pays? Alors ça, c'est vraiment la bonne question parce que du coup, c'est vraiment toute la problématique autour de la gestion de la liquidité. Et cette gestion de la liquidité, c'est l'un des enjeux majeurs de l'écosystème des paiements digitaux. Parce qu'effectivement, ça consiste à assurer la disponibilité jusqu'au dernier kilomètre des fonds pour les travailleurs. Donc concrètement, c'est le fournisseur qui doit être en mesure effectivement de s'assurer du bon niveau de liquidité au niveau du fameux réseau d'agents. Et là, on a vu au cours des dernières années un gros travail qui a été réalisé par ces fournisseurs, tant en termes de capillarité au niveau des réseaux d'agents, mais aussi en termes de formation des agents de cash-in et cash-out et d'anticipation finalement des besoins. Et si je peux donner, on va dire, une des grandes leçons, en tout cas à la fois de la recherche, de nos entretiens et de l'analyse que j'ai pu avoir au travers des différentes expériences, c'est vraiment que le point majeur et le point crucial, c'est cette capacité de dialogue qu'il faut installer entre l'entreprise et son fournisseur. À savoir que le fournisseur doit être en mesure de bien comprendre finalement les cycles de paiement de l'entreprise, mais aussi les volumes à décaisser, tout autant que les lieux qu'ils doivent privilégier pour assurer cette liquidité. Et c'est vraiment ce travail en binôme, voire en trinôme, je pense qu'on abordera ce point un peu plus tard, mais qui va permettre d'assurer le bon niveau de qualité de service de la part du fournisseur et surtout le bon niveau de disponibilité des fonds là où c'est nécessaire, quand c'est nécessaire. Mais Marjolaine, la question de la liquidité des réseaux d'agents, c'est pas facile à résoudre, visiblement, d'après ce que j'entends dire Sonia. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait éventuellement des stratégies qui permettent, en fait, de juguler cette discussion de cet enjeu de la liquidité au niveau des réseaux d'agents? Qu'est-ce qui est possible de faire éventuellement en attendant que la liquidité soit un point absolument traité partout? En fait, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel, je crois que Sonia a un peu commencé à mentionner une des conclusions aussi de la recherche, c'est vraiment à quel point il faut que l'entreprise travaille main dans la main avec le fournisseur de services financiers pour arriver à développer une solution qui fonctionne pour les employés qu'ils essayent de toucher. Et en fait, ça, c'est quelque chose que souvent les entreprises, je sais qu'il y a une des questions dans les commentaires qui est autour du quel est le coût pour les entreprises de passer en digital par rapport, on a parlé du coût du cash, mais du coût du digital. Et c'est souvent un coût, ou en tout cas un investissement et un investissement en temps que l'entreprise ne prend pas forcément en compte tout de suite parce qu'elle se dit c'est bon, j'ai un fournisseur de services financiers, c'est à eux de gérer ce genre de choses, etc. Les fournisseurs de services financiers font un travail gigantesque pour essayer d'améliorer ça, pour essayer d'amener le bon niveau de liquidité au bon moment de la paye des salaires. Mais c'est vraiment quelque chose qui a besoin de la participation de tous les différents acteurs sur ces sujets-là. Un autre élément extrêmement important, et je pense que j'ai vu aussi d'autres personnes le mentionner dans les questions, c'est qu'il y a tout un travail à faire pour essayer de réduire le cash-out au maximum, pour réduire ce problème de liquidité. Et ça, c'est toute la question. Justement, qu'est-ce que ça veut dire là? Comment est-ce qu'on fait pour réduire ce cash-out là? L'idée, c'est vraiment d'arriver à définir des solutions financières d'accès à des services à la fois financiers et non financiers qui pourraient être payés en digital. Donc, c'est vraiment l'idée que ce n'est pas suffisant de payer ces travailleurs en digital, mais qu'il faut arriver à trouver aussi à les aider de savoir comment est-ce qu'ils vont dépenser cet argent en digital pour que l'argent puisse rester de manière digitale dans le système et donc réduire la nécessité d'avoir accès à l'épargne. On est assez clairs tous qu'il y aura toujours un besoin d'accès aux espèces et aux billets. On ne parle pas du tout du fait que ce sera tout en digital et qu'il n'y aura plus de cash. C'est vraiment partout dans les pays qu'on voit une problématique où il faut les deux. Mais c'est vraiment essayer de développer des produits qui vont permettre aux travailleurs d'utiliser leur monnaie de manière digitale. Des exemples qu'on a, c'est
payer les frais de scolarité de leurs enfants en digital. C'est quelque chose que, par exemple, la Côte d'Ivoire a mis en place. Peut-être avoir accès, et je sais que ça, c'est un des éléments aussi très importants de la recherche, à peut-être une assurance santé ou un accès aux soins médicaux et peut-être utiliser la manière digitale pour le payer. Avoir accès à une capacité d'épargne ou d'envoyer de l'argent à sa famille de manière digitale aussi. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut créer dans l'écosystème pour permettre d'avoir des produits et des services adaptés aux travailleurs qui vont commencer à être payés en digital. Dans ce que je comprends, c'est que l'enjeu de la digitalisation des paiements des travailleurs, en fait, ne s'arrête pas au jour de paye. C'est tout ce qui va se passer après le jour de paye. Comment permettre aux travailleurs de continuer à utiliser son argent potentiellement de manière digitale dans son écosystème local auprès du petit marchand pour pouvoir faire face à ses factures, pour pouvoir faire face à d'autres types d'engagements de manière digitale. Ça permet effectivement de juguler un peu le risque qui est lié à la liquidité. Mais là maintenant, j'aimerais me retourner vers Laurent parce que Laurent, tu as l'habitude de te retrouver justement à conseiller les États. Et voici, d'après ce que je viens d'entendre, imaginons, nous sommes dans un cabinet ministériel et nous avons tous ces feedbacks positifs que nous avons entendus de ce qui est possible de faire, de ce qui est possible d'atteindre. Aujourd'hui, est-ce que finalement, il me suffit de prendre une loi pour imposer la digitalisation des salaires et je pourrais résoudre le problème et inciter tout le secteur? Est-ce que c'est suffisant que l'État agisse de cette manière-là? Non, il y a des États dans lesquels effectivement une loi et des sanctions peuvent fonctionner, mais dans la plupart des pays, surtout des pays en développement, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Beaucoup d'entreprises qui vont souhaiter rester dans l'informel et n'appliqueront pas les recommandations du gouvernement. Donc le gouvernement doit trouver des formules incitatives, doit communiquer et doit surtout dire aux entreprises à quel point c'est bénéfique pour elles de digitaliser les salaires. Après, on a toute une palette de pays, d'exemples de pays qui ont mis en place des formules gagnantes. C'est jamais très évident et c'est chaque fois adapté pays par pays. Mais juste pour vous donner un exemple, je ne sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud, l'État a mis en place une récompense, une sorte de loterie qui permet à ceux qui ont fait une transaction en digital au lieu de cash d'avoir la chance de gagner un prix. Et donc, ça incite les utilisateurs en fait, de réclamer que les transactions soient faites en digital plutôt qu'en cash. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres. Tout à l'heure, j'ai parlé du matching grant, donc du fonds à frais partagés, qui va probablement inciter pas mal d'entreprises à faire le saut de la digitalisation. Mais on doit s'asseoir autour de la table avec le ministère, une fois que cette étude d'ailleurs sera publiée, je pense que ce sera l'occasion, pour voir avec le ministère et les ministres en charge en fait de cette question, vraiment de quel package on va parler, de quel mix de carottes et de bâtons on va pouvoir, quel est ce mix qu'on va pouvoir imaginer au Sénégal notamment. Mix de carottes et de bâtons. Il y a une question qui vient directement du chat et j'aimerais comprendre, Sonia. Aujourd'hui, je suis un travailleur. Je n'avais pas l'habitude de recevoir mon paiement de manière électronique. Je le reçois de manière électronique maintenant. Qui prend en charge les coûts qui sont associés à cela? Alors, tout va dépendre du fournisseur qui a été choisi et du modèle économique qui a été mis en place. Puisqu'aujourd'hui, on voit plutôt une grande variété sur ces sujets-là. On va avoir effectivement des fournisseurs qui vont appliquer des frais de retrait, qui vont donc être à la charge du travailleur. Mais on va aussi avoir des fournisseurs qui vont appliquer une complète gratuité. Et donc, c'est là où, effectivement, au moment du choix, je pense, de l'entreprise et de son partenaire financier, ces questions doivent être clairement abordées. Soit, effectivement, dans le cas où des frais pourraient être appliqués aux travailleurs, elles peuvent faire aussi l'objet de négociations avec l'entreprise, puisque l'entreprise pourrait prendre en charge ces fameux frais de retrait et l'intégrer effectivement dans son coût global de digitalisation.
Donc là, je reviens effectivement sur la proposition de Laurent, qui est de dire ça, c'est typiquement des frais qui pourraient être potentiellement pris en charge et subventionnés par l'entreprise. Mais encore une fois, typiquement, on se rend compte que ça, c'est un point qu'on a constaté, par exemple, au Sénégal. En revanche, dans d'autres pays, typiquement au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ces frais, à proprement parler, sont clairement pris en charge par les salariés, puisque dans leur mode de fonctionnement et dans leur relation avec les services financiers, ils sont tout à fait prêts à payer ces frais parce qu'ils considèrent comme étant une valeur pour sécuriser leur argent. Alors, une nouvelle question, Marjolaine, je me tourne vers toi. Question du chat. Est-ce que finalement, on a une idée des latitudes des travailleurs qui ont commencé à recevoir leur paye de manière digitale? Est-ce qu'on a observé un changement dans leurs habitudes financières? Est-ce qu'on a des feedbacks sur cela? Alors, c'est une très bonne question et c'est une question sur laquelle se penchent beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'entreprises aussi. Généralement, au début, on voit beaucoup de cash-out le jour même et c'est 100% de la paye qui est sortie. Et du coup, ça peut avoir justement des freins ou un peu une limite du changement des comportements. Ça, c'est souvent au début de la transformation. Et c'est pour ça aussi qu'au fur et à mesure, par exemple, un des exemples qu'on a vu, je crois que c'était au Sénégal d'ailleurs sur une des entreprises, c'était que le premier mois, on cash out tout à l'agent le plus proche de l'entreprise parce qu'on n'est pas sûr et on veut vraiment avoir accès à son argent. Le deuxième mois, peut-être qu'on va le faire à un agent qui est un peu plus loin parce que tiens, je ne vais pas le faire juste quand je sors de l'usine, mais je vais le faire après quand je suis arrivée chez moi. Et en fait, au fur et à mesure de ça, on a vu qu'il y avait les gens commençaient à retirer leur argent le plus tard possible et le plus loin possible de l'usine. Donc, on voit un peu un changement de cette manière-là. Et aussi, on a vu, comme on l'a dit, quand les opérateurs, les fournisseurs de services financiers arrivent à développer un certain nombre de produits spécifiquement pour les travailleurs en étudiant bien quels sont leurs modes de fonctionnement, leurs besoins de financement, etc. On peut avoir des produits qui ont énormément de succès auprès des populations salariées, par exemple d'épargne ou par exemple d'assurance ou de transfert d'argent ou de paiement de facture. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à la fois pour l'opérateur, mais aussi pour tout le système digital, financier digital, puisqu'on l'enjeu aujourd'hui, c'est de garder cet argent digital et de faire en sorte qu'il soit vraiment que les comptes soient utilisés le plus possible. Donc, voilà, je m'arrête là. Finalement, vous entendre, on se pose la question suivante, qui reprend encore une question du chat. Je me tourne vers Sonia. La prochaine sera pour toi, Laurent. Finalement, la digitalisation de la paye des travailleurs, les produits, quand on les pense pour qui? Est-ce que c'est pour résoudre le problème de l'entreprise? Est-ce que c'est pour résoudre le problème du travailleur finalement? Quelle est la situation? Sonia. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a des offres qui sont assez fragmentées. On a des offres pour les particuliers et on a des offres pour les entreprises. Je pense que ça fait partie effectivement des enjeux des prochaines années pour justement mieux prendre en compte et surtout mieux connaître ces fameux besoins des travailleurs. Parce que aujourd'hui, on a plutôt des approches de type mass market avec effectivement des services de transfert, des services de paiement de facture, du crédit téléphonique, comme on le disait tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, demain, quand ces fournisseurs seront à même de mieux comprendre et donc d'améliorer la connaissance client propre à ces travailleurs, mais aussi à l'entreprise, on sera plus à même aussi d'arriver avec des offres plus packagées, à la fois qui répondent aux enjeux de l'entreprise, en termes potentiellement de crédit, de financement, de support à la trésorerie, mais aussi typiquement auprès de ces travailleurs. Et c'est là où effectivement on a un vrai enjeu parce que ces segments sont complètement différents. Alors la question de l'adoption, elle est clé. Il y a un collègue dans le chat qui semble dire que voilà,
Une fois qu'on aura lancé le projet régional d'interopérabilité, tous les coûts qui sont associés aux transactions financières seront drastiquement réduits et ça permettra une envolée de l'adoption des paiements électroniques. Laurent, est-ce que tu es aussi optimiste quant à l'impact de projets d'interopérabilité pour justement accroître l'adoption des paiements électroniques? Oui, moi, je suis même plus qu'optimiste. Je pense que ça va même être un tournant décisif dans la digitalisation de la monnaie au sein de l'UMOA. Aujourd'hui, les tarifs sont assez élevés. Moi, j'en fais les frais tous les jours. Quand je veux payer une facture ou quelqu'un, j'ai besoin de passer par Orange Money et en fait, ça coûte très cher et je ne peux payer que vers Orange Money. C'est-à-dire quelqu'un qui me dit j'ai un compte chez Free, je ne peux pas le payer. Donc, je suis obligé de faire toute une gymnastique, retirer de l'argent, déposer ça ailleurs. Bon, bref, c'est pas fonctionnel. Demain, l'interopérabilité va non seulement casser toutes ces barrières entre opérateurs et aussi entre banques, mais aussi ça va casser les barrières entre les pays parce que je pourrais désormais faire un virement depuis mon compte Orange Money vers quelqu'un qui a un compte MTN dans un autre pays de la région UMOA ou même qui a un compte en banque. Donc en fait, tout ça, toutes ces barrières vont s'effondrer. Et je sais que donc ces transactions passeront par le GIM UMOA version 2, donc version complètement interopérable. Et je sais que la Banque centrale également achète actuellement des codes USSD avec les opérateurs de téléphonie mobile. C'est un code à 4 chiffres qui sera commun pour tous les pays de la région. Et donc avec ce code, non seulement on pourra... En fait, ce code permettra en réalité à ceux qui sont dans des endroits reculés et qui n'ont pas d'accès couverture 3G, donc qui ont un téléphone standard, disons, de malgré tout faire des virements, des opérations de transfert d'argent en utilisant un code dont le prix aura été négocié à des taux très très faibles. Voilà, et c'est des transferts qui pourront se faire à l'intérieur d'un pays comme à l'extérieur d'un pays. Parfait. Merci beaucoup, Sonia, Laurent et Marjolaine. Je crois qu'il nous reste 2 minutes. Les échanges ont été très riches et les questions également des participants nombreux dans le chat box. Je pense que nous pourrons éventuellement encore en prendre quelques-unes, éventuellement les envoyer les réponses à l'écrit. Je précise et je rappelle pour l'ensemble des participants connectés que la plupart des recommandations ou des résultats qui ont été partagés aujourd'hui font partie d'une recherche qui sera publiée à la fin du mois de mars, recherche qui concerne le cas du Sénégal, mais recherche qui s'inscrit dans un mouvement où on a regardé plusieurs pays pour voir comment finalement la digitalisation de la paie des travailleurs peut être une opportunité pour améliorer la productivité des entreprises, pour promouvoir le travail décent et par ricochet, pour stimuler un peu la relance économique. Je vous remercie encore pour votre contribution et je repasse la parole à Maxime. Merci Jean-Pascal. Alors, nous arrivons au terme de cette rencontre et je vois que nos participants sont toujours aussi nombreux à être restés connectés pendant toute la durée de la session, ce qui montre très bien que les échanges ont été très instructifs. Je voudrais alors vous remercier pour avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Je remercie aussi tous les panélistes pour la qualité et la richesse de vos interventions, sans oublier l'équipe d'interprètes qui nous a permis de tenir cette session bilingue. Merci à tous et nous souhaitons vous retrouver dans les semaines à venir pour de nouveaux webinaires DFI. En attendant, nous vous disons à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.